Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le compte de ce magazine environnemental Objectif Vert. Je suis une fois de plus ravie de vous savoir nombreux pour suivre ce magazine qui met un accent aujourd'hui sur l'accès à l'énergie pour tous. Et pour en savoir plus, je vous invite à suivre le sommaire, c'est en image. Dans Objectif Vert d'aujourd'hui, vous suivrez donc la problématique autour de l'accès à l'énergie électrique pour tous, les enjeux du projet INGA 3. Également dans ce magazine, le coordonnateur du CORAP parle de la décision du gouvernement de faire exécuter le projet INGA 3 par la Banque africaine de développement. Sandrine Fundi va revenir sur les quelques actualités qui ont marqué le monde environnemental. Et enfin, vous découvrirez les jardins botaniques de Kisantou dans une carte postale. Je vous invite à découvrir tout à l'heure les développements de tous ces titres. Le fleuve Congo, avec son bassin à cheval sur l'équateur, offre à la RDC un potentiel énergétique exploitable évalué à 1 million de mégawatts répartis sur 780 sites situés dans 145 territoires et 76 000 villages. Le pays possède aussi d'importantes potentialités en ressources énergétiques renouvelables telles que la biomasse, l'éolienne, les solaires et bien d'autres. Cependant, en dépit de ces potentiels énormes qui regorgent les pays, une grande partie demeure sans électricité en raison de la vétusté des installations datant de la période coloniale ainsi que du manque de nouveaux investisseurs dans ce secteur. Malgré ces atouts, les centrales d'Inga ne produisent que 40% de leur capacité. Une grande partie de cette production est destinée à l'exportation, laissant ainsi la demande locale insatisfaite. L'accès à l'énergie pour tous est un droit garanti par la Constitution de la RDC dans son article 48. Cependant, notre pays a l'un des taux d'accès à l'électricité les plus faibles au monde en raison de 1% en milieu rural, 30% pour les villes et 6% sur le plan national, alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 24%. Si dans les zones rurales, le taux de desserte en courant électrique est chiffré seulement à 1%, dans la capitale Kinshasa, la réalité laisse également à désirer, car entre coupures intempestives et les systèmes de délestage, tout ceci ne facilite en rien les vécus des Kinoises et Kinois au quotidien. Cette situation favorise de plus en plus la pression sur les forêts pour le charbon ou encore pour le bois de chauffe. Alors que le déficit énergétique en RDC, dit à l'état vétuste du barrage Inga dans son axe 1 et 2, n'a pas trouvé des solutions ou des répondants, on parle à ce jour de notre projet. De grande envergure d'ailleurs, INGA 3, un projet à 14 milliards de dollars et qui devrait générer au moins 10 gigawatts, ainsi quadrupler la production d'électricité du pays. Cependant, plusieurs structures de la société civile alertent sur ce projet. Pour certains, INGA 3 serait trop tourné vers l'extérieur, alors que 80% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité et ils viseraient l'exportation de cette énergie vers l'Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique. Outre cet aspect des choses, l'Observatoire d'études et d'appui à la responsabilité sociétale et environnementale avait dans un mémorandum l'année passée demandé au président de la République de commanditer une étude ou une évaluation environnementale stratégique préalable avant la prise de tout engagement. Cela concerne non seulement les projets INGA 3, mais aussi et surtout toutes les phases du grand INGA. Et après le départ du consortium hispano-chinois qui était en charge de l'exécution de ce projet INGA 3, le gouvernement a décidé d'octroyer cette tâche à une équipe qui va désormais travailler en connivence avec la Banque africaine de développement. Le coordinateur du CORAP, Emmanuel Moussouyou, donne ici sa lecture des faits et les propositions de la coalition sur les projets INGA au cours d'une interview qu'il a accordée à votre mag. Tout d'abord, nous tenons en tant que CORAP, la coalition des ONG pour le suivi des réformes de l'action publique, à saluer cet engagement du chef de l'État à développer le secteur énergétique, parce que vous vous rendrez compte que plusieurs fois quand il prend parole, il essaye de démontrer qu'il veut voir le secteur énergétique se développer et avec cette vision d'accroître d'ici 2023 le taux d'accès qui est aujourd'hui très minime, autour de 6%. Donc on parle de moins 8%, c'est-à-dire que la situation est très critique. Il n'y a pas que ça. Au fait, c'est vrai que le secteur est libéralisé depuis 2014,
c'est qu'il donne l'opportunité d'investissement. C'est-à-dire que n'importe qui a de moyens peut venir investir dans le secteur énergétique. Mais cela ne suffit pas parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait de l'ordre en fait, dans ce sens, ce qui nécessite la finalisation en fait, du cadre légal, du processus au fait, de la loi qui a été promulguée depuis 2014 parce qu'il y a des mesures d'application qui ne sont pas encore effectives, notamment l'autorité des régulations et l'Agence pour le développement énergétique en milieu rural, l'ANSER. Et donc, ces deux structures sont primordiales pour que l'on voie de l'ordre dans le secteur. Mais il n'y a pas que ça. Je voulais parler aussi de la politique nationale énergétique et planification qui n'existe pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intentions, mais les choses ne sont pas en ordre. Alors, pour revenir à votre question sur le projet INGA 3, nous faisons partie de ces acteurs qui estiment que le projet INGA 3 n'est pas bénéfique pour le pays. Dans ce sens que, déjà aujourd'hui, on parle du partenariat public-privé comme mode pour lequel le projet sera développé. Mais il faut considérer, il faut noter que le partenariat public-privé n'est aujourd'hui qu'une autre forme de dette. Parce que c'est un mode qui est développé ou qui a été développé par de grands pays comme la France, les États-Unis et l'Angleterre. Et aujourd'hui, quand vous arrivez en France, ils n'aiment plus parler du partenariat public-privé parce qu'ils n'ont pas su bien gérer au fait, ces genres de contrats. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des impacts que le projet pourra apporter sur le plan environnemental. Sur le plan social, aujourd'hui, nous parlons de plus de 35 000 personnes qui seront délocalisées alors qu'il n'y a pas encore d'études d'impact environnemental et social qui peuvent proposer des solutions pour atténuer. Face à ça, nous proposons au gouvernement, et c'est ça notre position, de stopper au fait tout d'abord le développement de ce projet-là, parce que j'ai parlé de l'ordre, de l'organisation. On ne peut pas avancer avec un grand projet qui a besoin de plus de 12 milliards de dollars alors qu'il y a du désordre. Et ces désordres-là, c'est surtout sur le plan organisationnel. Plusieurs actions ont été menées récemment en Afrique du Sud l'année passée. On a vu que c'était les directeurs de cabinet du chef de l'État qui est allé représenter le pays pour le compte du projet INGA 3. La toute récente réunion qui s'est tenue du 13 au 14 à Abidjan, à la BAD, c'est plutôt le ministre de l'Énergie. Et ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du projet INGA 3 qui engage le pays et finalement qui engage le projet. Et donc, il y a beaucoup de méandres autour de ce projet-là, chose qui fait que nous, au niveau de la coalition, nous disons que le projet n'est pas bon. Mais qu'est-ce que nous proposons? Nous pensons que l'opportunité est là. Avec plus de 100 000 mégawatts de potentiel que possède le pays, il y a lieu de concentrer ces énergies en développant des micro-barrages à travers le pays. Parce qu'on veut bien le développement. Il semble que nous voulons voir le pays devenir un pays émergent d'ici 2023. Mais cette émergence doit être soutenue par le développement qui vient du niveau local. C'est-à-dire que donner des moyens aux communautés, des produits en fait, à travers de l'énergie qui est produite, d'avoir des des petites et moyennes entreprises au niveau de la base, de développer des projets d'agriculture et ainsi de suite, chose qui pourra soutenir en fait, ces développements pour ensuite penser à des grands projets comme INGA qui d'ailleurs visent le monde extérieur. Et en termes de temps, on doit attendre au moins 10 ans pour voir 1 mégawatt de ce projet-là. C'est une des solutions. Là, présentement, par exemple, nous sommes en train de travailler sur une étude qui sera publiée d'ici la fin de ce mois. Une étude où on essaye d'analyser les problèmes qui sont liés à la réhabilitation des barrages qui sont restés abandonnés depuis plusieurs années. Vous avez cité INGA 1 et INGA 2. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que INGA 1 et INGA 2 sont abandonnés, mais ce sont des barrages qui ne fonctionnent pas en plein régime. Beaucoup de turbines sont, n'est-ce pas, vétustes, sont vieux et ne fonctionnent pas. Et donc, nous pensons qu'une des solutions, c'est d'aller faire fonctionner au maximum les barrages d'INGA 1 et INGA 2. Ça sera une solution assez importante
pour les provinces comme celle de Kinshasa, le Congo central, le Katanga, le Grand Bandundu qui bénéficient directement. Mais il n'y a pas que ça. Nous proposons aussi comme solution que le gouvernement mette l'accent sur la réhabilitation des barrages abandonnés. Nous avons fait un inventaire qui nous donne plus de 25 barrages. Nous avons identifié 25, mais il y a plus de 25 qui sont restés comme ça sans être réhabilités. Le cas des Zongo 1, il y a Mpozo et plusieurs autres. On peut considérer ça comme défi, mais comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des solutions parce que récupérer les barrages abandonnés, nous sommes en train de vivre une expérience avec le barrage de Sanga dans le Congo central, qui était totalement en arrêt, mais aujourd'hui est en train de fonctionner et produit 6 MW qui sont remis dans le réseau. Et 6 MW, c'est énorme. Et donc, pour dire que pour nous, la solution alternative à ce grand barrage qui est Inga, qui nous considérons comme étant un barrage de rêve, il faut aller vers les barrages qui existent, les remettre en service. Ça, c'est une solution plus pratique, mais aussi aller vers la construction des micro-barrages qui ne coûtent pas beaucoup. Au mois de mai, on voit que dans le cadre de projets que Virunga SARL est en train de développer, l'autre fois c'était Matebe, mais d'ici le mois de mai, ils vont réhabiliter, au fait, ils vont mettre en service un barrage hydroélectrique de Louvero qui va produire 15 MW avec une capacité d'alimenter plus de 150 000 ménages. Et donc vous voyez que ce sont des solutions probables que le gouvernement devra apporter. Mettre de moyens dans les micro-barrages, c'est plus efficace parce que ça coûte moins cher, mais aussi en termes de temps. Le grand barrage Inga, il faut attendre au moins 10 ans, mais les micro-barrages, tout au plus 3 ans, vous avez de l'énergie et c'est les communautés, c'est les populations qui vont bénéficier à cela. Enfin, la RDC vient de retenir quelques 12 projets pour accroître le taux d'électrification de 18 à 30% entre 2020 et 2022. Pour cela, il est prévu l'augmentation de la puissance disponible de plus de 600 MW à la réhabilitation, la modernisation, l'extension et la construction de nouvelles infrastructures afin de relever ces taux. Et parmi ces 12 projets, le pays entend mener des projets d'études pour la production des énergies renouvelables. Des décisions en action, œuvrer pour un avenir sans danger de produits chimiques et de déchets en Afrique, c'est le thème abordé au cours de la 3e conférence de partie à la Convention de Bamako qui s'est tenue à Brazzaville du 12 au 14 février. Il était question de résoudre cette problématique étant donné que les déchets dangereux constituent une menace permanente pour la santé humaine et de l'environnement. Lors du 33e sommet du chef d'État et des gouvernements tenu du 9 au 10 février à Addis Abeba, l'ONG Greenpeace Afrique a appelé le président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, à user de tous les moyens diplomatiques pour trouver une réponse panafricaine face au changement climatique. Au cours d'un point de presse à Kinshasa, l'ambassadeur français a annoncé que la ville de Bordeaux accueillera la 28e édition du sommet France-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 juin prochain et sera dédié aux villes et territoires durables. Après la menace de disparition qui plane sur les lémuriens, une espèce endémique du Madagascar, le président malgache a récemment lancé une campagne de reboisement pour inverser cette tendance. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez que le 15 février, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale du pangolin. Le pangolin qui est un animal nocturne et qui se régale de fourmis est très recherché pour ses supposés bienfaits médicaux. Découvrez à présent le jardin botanique de Kisantu, un temple de la conservation mais également du tourisme, situé à quelques kilomètres seulement de la capitale Kinshasa. Situé dans le territoire de Madimba, au Congo central, à quelques 120 km de la capitale Kinshasa, le jardin botanique de Kisantu est l'un des temples de la conservation congolaise où s'étendent 220 hectares de verdure, de douceur et de fraîcheur. Créé en 1900 par les pères jésuites Justin Julet, il compte pas moins de 2500 espèces végétales
provenant des différentes régions tropicales du monde. On y trouve une pépinière bien garnie, une collection de semences, un arboretum de près de 2000 espèces domestiques et un herbarium d'environ 5000 spécimens. Ce métissage de plantes locales et importées se côtoie dans les jardins, égayant ainsi les yeux et les papilles, mais surtout pour l'intérêt de la recherche. Et parmi la gamme d'arbres fruitiers du jardin, le mangoustanier est le plus célèbre. Originaire de l'Amérique du Sud, il s'est facilement adapté au climat et au sol de la région. Lieu de promenade écotouristiques entre amis pour autochtones, quinois et expatriés, les jardins offrent une promenade féerique dans ses allées ombrageuses ou encore une vue imprenable sur la rivière Nkissi, dans laquelle vit un écosystème marin riche et varié, allant des poissons aux crocodiles, pour certains capturés, apprivoisés et présentés aux visiteurs. En plus de visites guidées, les jardins botaniques de Kisantu offrent des logis pour un séjour harmonieux avec la nature, des chambres conventionnées aux chalets modernes. Grâce au calvaire, un lieu de recueillement et de méditation, les visiteurs de ces jardins ont une vue panoramique sur l'ensemble de cet espace touristique. C'est sur ces belles images du jardin botanique de Kisantu que se referme ce numéro de votre magazine environnemental Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue. Portez-vous bien. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à la prochaine.